Eh bien, bonjour à vous. Je vous propose aujourd'hui de dessiner un signe en origami. Ça nous permet de faire un dessin rendu avec toute une variété d'ombres et de lumière. On va donc faire le signe ensemble en origami dans quelques minutes. On va également avoir besoin de matériel comme des crayons avec des mines de différentes duretés allant du H, donc si vous avez du 4H, du 2H, ça peut être bien, du HB, du 2B, puis un 6 ou un 7B aussi là, pour aller faire les ombres les plus sombres, ça va vous avantager. Moi, j'aime bien avoir un petit crayon à mine en renfort quand il faut faire des choses très précises. Je veux avoir différentes effaces, donc j'en ai des très générales jusqu'à des effaces les plus précises. Je vais avoir besoin d'une estompe pour pouvoir étendre mes traits de façon uniforme sur la feuille. Et si on n'en a pas, on peut très bien utiliser un papier essuie-tout. On va arriver à peu près au même résultat. Et c'est bien utile d'avoir un X-Acto et un ciseau pour se découper des gabarits d'effaçage éventuellement. Alors, je vais maintenant réaliser le signe en origami. Je dois partir d'une feuille qui est carrée dans un premier temps. Alors, pour partir d'un format lettre et en faire un carré, je vais rabattre le haut de la feuille sur le côté. Donc, si je l'enligne précisément une mesure sur l'autre en pliant, ça me donne un 45 degrés qui me permet de savoir où s'arrête mon carré sur la feuille. Donc, j'ai à rabattre cette section-là, ici, pour trouver cette ligne. On pourrait la déchirer à la main, mais on est contre la fibre du papier, donc le plus simple est encore de se prendre un coupe-papier, dans mon cas un X-Acto, pour venir couper ça, et avoir ainsi un carré. Tiens, je vais tourner ma feuille à l'envers pour que mon arête soit sur le dessus. Et je vais me servir de cette ligne-là, ici, la diagonale, pour rabattre ce qui va devenir le corps du signe. Donc, je rabats le côté là, sur le centre. Je fais la même chose de ce côté-ci. Donc, je les mets précisément au même endroit. Et là, plus je vais être précis ici, là, plus le signe va être beau parce que ça va devenir le bec du signe. Voilà. Et je vais également, ici, venir abattre ses ailes. Comme ça. Pour donner un petit peu de relief. Donc, ça donne là, quelque chose qui ressemble un peu à un col. Hein? On a un pli au centre avec des portions qui sont repliées de part et d'autre. Et c'est là où on va faire le premier geste un petit peu complexe dans la matérialisation du signe. C'est que ce pli-là au centre, je dois le retourner sur lui-même à partir d'un point là, qui est situé à peu près à 1 pouce en bas des ailes ici. Donc pour ça, il faut que j'ouvre un petit peu ma feuille avec mes doigts, que je me crée un petit joint, là, que j'envoie cette portion-ci du bas vers le haut, que je renvoie mon pli ici vers le bas, donc sa position naturelle, mais celle-ci, il faut que je l'inverse. Donc lui, il veut casser dans ce sens-là, mais il faut maintenant que je l'oblige à casser dans l'autre sens. Donc j'inverse la direction du pli de la portion avant. Alors, qui plus est, je veux aller former un angle de 90 degrés avec la base du signe. Donc, j'envoie ça ici à 90 degrés par en haut, de façon à faire le cou de l'animal. Donc, si je reprends l'opération, j'avais une feuille qui était pliée comme ça. Je me crée ici un point où je vais inverser ce pli-là pour l'amener de l'autre côté. Donc, je rabats le corps de l'animal et j'envoie le cou vers le haut. Alors, à partir du moment où on a compris ce mouvement-là, on est prêt à devenir un maître en origami parce que c'est essentiellement toujours des retournements de plis comme ça.
Je vais faire exactement le même procédé ici pour faire la tête. Donc, je mesure à peu près 1 pouce à partir du haut. J'écarte un petit peu mes deux côtés. Je rabats ça vers le devant. Je renvoie la base du cou vers l'arrière et j'inverse l'angle du pli. Donc ici du dessus de la tête, ce qui l'envoie comme ça par en avant. Si je veux ajouter un détail, je peux encore faire à peu près le même procédé pour définir le bec, mais j'ai 2 mouvements à faire. Donc je casse dans un premier temps vers le bas, comme ça, et tout de suite je rabats juste un petit peu plus loin vers le haut. Donc là, je fais 2 plis un après l'autre, de façon à, vous voyez, ici, faire un petit zigzag, ce qui fait ressortir le bec et qui nous fait une belle forme de tête là, qui ressemble à celle d'un oiseau. Je suis rendu presque à la fin de mon pliage. J'ai juste besoin de plier ici la queue vers le bas. Donc, j'inverse le pli à partir de cette section-là. Je me choisis encore un point là, qui est situé à peu près à 1,5 pouce de la fin et je rabats là, la queue du cygne vers le haut. Alors, j'ai maintenant ici un cygne qui tient très bien sur la table. C'est ça que je vais dessiner, mais comme ce serait un peu simple de dessiner des plans, je vais m'ajouter une petite difficulté. Je vais le chiffonner juste un peu, le froisser et le défroisser, ce qui va créer plein de lunes et de plis. Alors j'ai placé mon cygne en position, donc j'ai la chance d'avoir un éclairage qui est artificiel, alors je risque pas d'avoir des ombres et des lumières qui vont changer à cause de l'orientation du soleil en cours de route. J'ai aussi sacrifié quelques feuilles de papier d'imprimante pour me faire un arrière-plan pour que ça soit dans un environnement blanc, alors ça me permet de vraiment bien saisir les nuances là, de variation de luminosité pour le dessin. Alors, je vais commencer mon dessin comme on doit faire pour tous les dessins, c'est-à-dire en choisissant si je vais travailler sur un format paysage ou portrait. Donc, je vais devoir faire un cadrage technique pour savoir si mon signe est plus haut que large. Je vais, moi, dans ma feuille, me laisser de l'espace pour représenter l'ombre portée au sol. Donc, je vais considérer que l'ombre portée fait partie de ce que je veux dessiner. Donc, je vais devoir décentrer un petit peu mon signe par rapport à mon cadre là, pour pouvoir faire embarquer toutes ces informations-là. Alors, je vous montre des démarches de travail très techniques. Là, vous n'êtes pas obligé de vous rendre jusque-là. Mais moi, personnellement, je me suis fait un viseur avec des retailles de feuilles de papier, très très simple. Et je vais venir cadrer le signe et l'ombre de façon à ce que je puisse avoir mes rapports largeur-hauteur et que je sache là, quel est exactement le rectangle là, qui constitue la boîte capable de mon travail. Donc, si je prends l'ombre portée à droite et que je rabats tous mes côtés autour du signe, ben, ça donne une boîte capable là, qui ressemble à ce rectangle-là. Donc, définitivement, un format paysage que je vais installer sur ma feuille de papier. Donc, ça donne ceci. Je vais juste venir centrer mon cadrage technique sur ma feuille. Donc, aller trouver les 4 coins. Tirer des lignes, là je vais à l'œil, d'un coin à l'autre, ce qui va me permettre d'aller faire un agrandissement de ma boîte capable qui va conserver les mêmes rapports largeur-hauteur, mais qui vont me permettre d'utiliser ma page au complet. Donc je travaille avec des lignes très très fines. Là, je vais les accentuer un petit peu pour que vous voyez mieux à la caméra. Et je vais aller reporter sur les rebords de ma boîte capable tout ce qui touchait à ma boîte capable tout à l'heure lorsque je faisais là, ma prise de vue.
Alors, je prends le temps de tourner autour de mon modèle. Je mets ma feuille vraiment à la verticale pour être capable de transposer les angles de mon modèle à ma feuille de papier. C'est très dur de transposer des angles lorsque mon support sur lequel je dessine n'est pas dans le même angle que ce que je regarde. Et donc, j'ajuste tranquillement en ayant des lignes les plus pâles possibles, les plus faciles à effacer et à refaire possible. Et là, je vais tourner autour de mon modèle sans entrer à l'intérieur parce que j'ai encore là, plein de proportions à ajuster. Mon signe est trop haut par rapport à sa largeur présentement. Donc, il faut que je me questionne, est-ce que c'est ma boîte capable que j'ai pas faite correctement? Est-ce que c'est mon signe qui devrait aller plus loin? Est-ce que j'ai assez de place pour l'ombre porter derrière? Donc là, j'ai ce souci-là que je veux régler. Alors, je dois l'ajuster. Je pense que je vais tout simplement là, retravailler un peu ma boîte capable pour lui redonner des proportions largeur-hauteur qui sont plus adéquates. Donc, je constate ici, j'aurais dû regarder ça avant, mais ma feuille sur laquelle je travaille, elle a été profondément marquée par le dessin que j'ai fait, un exercice que j'ai fait avant. J'ai vraiment ici là, un embossage dans ma feuille et cet embossage-là va ressortir lorsque je vais faire mes ombres et mes lumières. Alors, je vais en profiter pour transférer ce dessin-là sur une autre feuille de papier lorsqu'il va être un petit peu mieux défini. Donc, c'est important là, de vérifier qu'on est sur une feuille de papier qui n'a pas été marquée d'aucune manière lorsqu'on travaille un dessin comme celui-ci. Alors, je suis relativement satisfait avec ça. Je vais ici le retracer avec un 7B pour le transférer. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de faire cette opération-là si tout s'est bien passé de votre côté. Mais moi, je prends la peine de retracer mon dessin un peu mieux. Donc, ce que j'ai fait là, au cours des dernières 10 minutes, c'était juste trouver ces lignes-là, m'assurer qu'elles étaient proches là, du signe que je veux dessiner. Maintenant, moi, je vais transférer ça sur une autre feuille de papier. J'ai enlevé ma feuille et mon objectif était de voir mes lignes à travers. C'est pas simple, alors je vais me mettre face à la lumière, puis je vais les repasser à l'envers. On peut aussi se mettre dans une fenêtre pour faire ça. Alors voilà, j'ai refait mon dessin à l'envers. Je devrais être en mesure de le transférer, étant donné que j'ai utilisé une mine très grasse, donc un 7B. Je peux repasser là, avec le dos de mon crayon de façon à effectuer un transfert, mais sans pour autant marquer ma feuille de papier en dessous. Je vais vérifier si tout s'est bien transféré. Regardez. Regardez comme c'est simple quand on a un crayon gras qu'on utilise. Donc mon papier n'est pas marqué, là j'ai quelque chose de propre, donc ça devrait bien aller pour poursuivre mon dessin. Je mets mon 7B de côté et je vais travailler là, au HB pour continuer à cerner mes lignes. Alors, on prend différentes habitudes. Moi, j'aime bien tenir mon crayon loin. Lorsque je sketch comme ça, ça me permet de faire des lignes qui sont plus régulières, moins précises, mais plus régulières, puis pas très appuyées parce que il y a comme toute la tension du crayon est répartie. Si je suis comme ça, là, j'ai du mal à avoir un trait qui est plus souple et je veux un trait souple pour cette étape-là du travail. Puis en plus, ça me permet de prendre des mesures sans avoir à déplacer ma main sur mon crayon.
Donc ça me fait gagner en efficacité. Et je suis encore à définir mes contours, mais tout ce que je veux, c'est tranquillement subdiviser mes formes à l'intérieur. Donc j'ai un petit peu mes contours d'ombre, là, je commence à les placer. Je passe du général au particulier. Dans un premier temps, les contours les plus généraux. Après ça, je les subdivise en formes géométriques. Alors ça, je resubdivise ça encore pour aller placer les différents détails. Mais c'est encore plutôt le plan de mon dessin plutôt que mon dessin comme tel que je suis en train de faire. Bon. Imaginons que je suis prêt maintenant à commencer les ombres et les lumières. Hein, j'ai réglé le format, j'ai centré à l'intérieur de la page, j'ai fait un centrage en tenant compte de mon ombre portée ici, donc qui arrive à peu près à la même distance du côté que le bec arrive de ce côté-ci. J'ai une hauteur aussi en haut et en bas qui est comparable, donc j'ai quelque chose qui est bien placé. Dans les proportions sont bonnes, dans les proportions internes sont bonnes également. Alors, une fois que j'ai validé tout ça, j'ai regardé aussi mes espaces négatifs. Est-ce que le triangle ici correspond au triangle que je vois sur le modèle? J'ai transposé mes angles. Bon, bref, j'ai fait une série de vérifications pour m'assurer que j'étais sur la bonne voie parce qu'on ne veut plus retravailler les formes à partir du moment où on commence à faire les ombres et les lumières. On veut que toutes ces questions-là soient réglées. Et pour travailler les ombres et les lumières, je vais adopter la même approche que pour travailler les formes, c'est-à-dire que je veux passer du général au particulier le plus possible. Alors, je ne veux pas entrer dans les détails et les faire les uns après les autres. Je veux régler mes questions de luminosité générale dans un premier temps et traiter des ombres, traiter des zones dans leur ensemble et les moduler par la suite de plus en plus. Donc, j'ai ici une ombre portée qui est relativement sombre. J'ai une ombre portée ici qui est sombre également avec un petit dégradé. J'ai plein de petites variations que je peux traiter comme un gris plus ou moins uniforme au début et que je vais par la suite rendre de plus en plus précis. Alors, je peux commencer par travailler avec un HB. C'est un bon compromis entre mes mines plus dures qui vont me permettre de faire des ombres très pâles de façon uniforme, puis mes mines plus molles comme le 7B que je vais utiliser en dernier pour vraiment venir foncer puis donner du contraste. Donc, je commence par travailler avec un crayon moyen. Je laisse faire les ombres les plus pâles, puis je me concentre sur les ombres les plus foncées. Et j'adopte encore une fois quelque chose de très très souple, c'est-à-dire je traite mes surfaces vraiment avec le côté de ma mine. Ça va bien si j'ai une mine qui est très aiguisée et je n'utilise pas mon crayon de façon perpendiculaire à ma feuille de papier. J'y vais comme ça à angle et je résume mes ombres par des formes générales sans qu'elles aient trop encore de distinction, de modulation. Et le fait de tenir mon crayon comme ça très penché, ça fait que je ne marque pas mon papier aussi. Et c'est très important de le marquer le moins possible au début. Ça me permet de me tromper, d'effacer, puis ça n'a pas de conséquences. Alors c'est toujours plus facile de foncer une ombre qui est trop pâle que de pâlir une ombre qui est trop foncée. Alors j'y vais de façon progressive. C'est pas ici que j'établis les contrastes les plus forts. Je veux avoir encore une fois des références qui vont me permettre de bâtir le dessin, les zones les unes par rapport aux autres. Mais je commence tranquillement à accentuer un petit peu plus ce qui va devenir mes zones plus foncées. Et mon œil est sur mon modèle. Lorsque mon crayon se déplace, là, je regarde le modèle. Je ne regarde pas ma feuille de papier. Je fais juste des petites vérifications. Je m'assure que je suis régulièrement que je suis au bon endroit sur ma feuille de papier, mais essentiellement, mes yeux sont sur mon modèle lorsque mon crayon se déplace.
je commence à avoir une variété d'ombres. Je commence à définir mes ombres qui sont un petit peu plus foncées. J'ai une idée là, de quel rythme gère l'alternance entre mes zones d'ombre et mes zones de lumière. J'ai travaillé avec un HB tout du long, mais là, je vais commencer à travailler à l'efface. Je vais commencer à incorporer des crayons qui sont plus durs et plus gras, de façon à aller me chercher des variations qui sont plus subtiles que je suis en train de faire présentement. Je peux aussi commencer à ce stade-ci à travailler avec une estompe. Je vais éviter d'utiliser mes doigts parce que mes doigts vont tacher ma feuille partout. Plusieurs personnes le font, c'est pas interdit, mais je trouve que ça complique inutilement le travail alors que de travailler avec une estompe de papier ou là je vais utiliser du papier essuie-tout parce que c'est ce que vous avez probablement sous la main. Ça me permet d'aller étendre mes différentes couleurs davantage. Et je m'en sers aussi pour essayer de délimiter mes zones d'ombre. Si je passe comme ça à la grandeur du dessin, mais je vais comme étendre tout ça assez uniformément et je vais perdre au bout du compte de la définition. Alors si j'ai une arête ici qui est serrée là, entre une zone de lumière et une zone d'ombre, mais je vais essayer de la respecter avec mon estompe. Et c'est là que des effaces plus techniques, comme la Mano Zero, vont intervenir pour aller délimiter des frontières très précises entre des zones d'ombre et des zones de lumière. Puis après ça, un crayon, ça va être utile là, pour venir les renforcer. Et là, je vais commencer à passer avec des mines plus foncées, comme du 2B par exemple. Je sais que je veux accentuer mon ombre qui est ici. Alors, je prends maintenant un crayon avec une mine plus dure pour être capable de faire des ombres pâles mais très uniformes. Et je vais toujours travailler avec un crayon vraiment bien aiguisé avec la tranche de mon crayon. Alors, ça me permet de m'assurer que les ombres qui sont un peu plus foncées que le fond vont ressortir. Je ne fais pas les ombres foncées avec ça, parce que je ne réussirai pas à marquer par la suite avec un 2B ou un 4B ou un 6B. Je vais déposer trop d'argile sur ma feuille de papier et après ça, le graphite va rouler sur l'argile. Alors, c'est quand même important à ce stade-ci d'utiliser le bon crayon pour les bonnes ombres qu'on va faire. Donc, je travaille vraiment là ce qui est le plus pâle en ce moment et je me limite à ça. Alors, à un certain point, je peux me servir de mon estompe qui est déjà un peu taché pour carrément aller appliquer de l'ombre sans avoir à utiliser un crayon dans un premier temps. Par contre, mon estompe est souvent taché avec les mines les plus grasses. Donc là, je suis allé jusqu'à du 2B, là, je ne suis pas allé plus gras que ça, mais quand même. Ce qui fait que ce que je vais créer comme ombre, ça va être très très pâle, mais ça va être assez texturé. La texture du papier va ressortir à travers l'ombre que je vais faire. Si je veux faire une ombre qui est très uniforme, très pâle, mais très uniforme, qui est plus technique, ben là, c'est vraiment avec une mine plus dure, comme un 2H ou un 4H, que je vais aller la faire. Je vais éviter d'utiliser une estampe pour ça. Alors, c'est vraiment d'y aller avec un crayon technique. Et là, je vais avoir quelque chose de plus strictement gris, pâle et uniforme sur ma feuille de papier.
Ça dépend, là. On peut aimer le fait d'avoir une texture un petit peu plus grasse, mais ça vaut la peine de l'expérimenter, d'expérimenter les deux méthodes là, juste pour voir quel impact ça a sur la qualité du dessin après. Et maintenant, je vais commencer à intégrer un 7D pour aller établir des contrastes plus forts, vraiment pour avoir une belle variété de degrés de luminosité sur mon image. Alors, voilà ce que ça donne après à peu près 1 heure de dessin. Je suis satisfait compte tenu du temps que j'avais pour le réaliser. On pourrait encore là, se perdre dans les détails, à créer des nuances là, partout où on peut en percevoir. Mais dans les grandes lignes, j'ai atteint mon objectif. J'ai un dessin qui occupe l'ensemble de ma page, qui est assez bien proportionné, qui est assez précis et qui présente une variété de variations, donc allant des gris les plus pâles aux gris les plus foncés pour donner là, de l'impact aux ombres et lumières. Donc j'espère que ça vous a aidé là, à développer une bonne méthode de travail pour réaliser vos propres dessins d'observation. Au plaisir!